Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir. Khalifa Touré. Bonsoir Khalifa. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, nous allons recevoir M. Abdoulaye Ka, qui est un entrepreneur culturel qui viendra nous parler de son association Sunu Demb Aktey, ainsi que l'artiste rappeuse Maggie qui viendra nous présenter son clip intitulé Classroom. Mais tout de suite, nous allons recevoir un enseignant, chercheur, socio-anthropologue et expert en gestion de projet. Il est également directeur général d'un établissement de formation supérieure. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé « Les incroyables erreurs sur l'histoire de l'humanité ». Nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahima Mbengue. Nous allons également recevoir une enseignante de français aux États-Unis, écologiste et représentante du parc national Kingsley Plantation en Floride. Elle est la descendante d'Anta Madjiguène Ndiaye, célèbre ancienne esclave devenue chef d'entreprise prospère et combattante des causes justes. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Perry Francis Betch. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, monsieur Mbengue. Vous venez nous présenter cet ouvrage, cet essai qui s'appelle « Les incroyables erreurs sur l'histoire de l'humanité. Comment les théories de l'évolution ont voilé l'histoire », qui est vraiment un ouvrage majeur à mon avis. C'est un excellent ouvrage et un ouvrage courageux. Parce que je me dis, j'ai essayé de voir peut-être... Au Sénégal, les gens n'en parlent même pas. Je pense que c'est un thème que personne n'aborde. Mais même à travers le monde, il y a peu de gens qui ont ce courage de déconstruire cette théorie vraiment qui a, à un moment donné, même je pense, est devenue une idéologie. Exactement. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce travail-là? Oui, merci pour l'invitation. Ce qui m'a amené à produire cet ouvrage, c'est... En fait, un jour, j'ai discuté avec ma fille, qui était très connectée à Internet. Et je me suis rendu compte qu'elle partageait des idées occidentales, des idées matérialistes, alors qu'elle était musulmane. Et elle croyait à fond toutes les théories sur l'évolution, etc. Et elle n'avait pas, en tout cas, d'arguments à opposer à cette science, pseudo-science. Donc, j'ai essayé d'investiguer un tout petit peu. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, non seulement nous n'avons pas assez d'arguments à opposer à ces théories, mais le plus grave, c'est que ces théories sont largement partagées par nos enfants. Absolument. Donc, ce n'est pas anachronique, au contraire, c'est devenu la religion en Occident. Et cette religion est en train de gagner, disons, toutes nos contrées et toutes nos sociétés, c'est des musulmans. Donc, nous avons un devoir, parce qu'il ne faut pas penser que ce thème est anachronique, que c'est un thème du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. Non seulement c'est un thème très récent, mais il faut interroger nos enfants pour se rendre compte qu'ils partagent toutes ces idéologies, toutes ces constructions de l'Occident. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est surtout ça. Oui, justement. Donc il fallait prendre du recul, parce que nous sommes persuadés que ces théories ne tiennent pas à la route. Parce que nous avons des arguments, nous avons des arguments scientifiques. Malheureusement, nos enfants n'ont pas d'arguments scientifiques. Est-ce que nous avons le droit de laisser nos enfants sombrer? Est-ce que nous avons le droit de laisser cette occidentalisation nous gagner? Je dis non. Donc il faut qu'on mette la main à la pâte. C'est l'origine de l'ouvrage. D'autant plus que les arguments scientifiques étaient à portée de main. Absolument. Parce qu'entre-temps, la science a beaucoup évolué. Absolument. Et les découvertes archéologiques... Mais tout à fait. Même les découvertes scientifiques. Parce que vous avez déjà commencé par montrer que, en fait, dès les progrès de la génétique déjà a tué la théorie de l'évolution. Effectivement. Il y a énormément de paramètres, d'arguments qui ont mis à terre ces théories évolutionnistes. Parce qu'en réalité, la théorie évolutionniste reposait sur deux constats. Il n'y a que deux constats qui sont scientifiques. Deux constats à l'origine. Le premier constat, c'est la similitude physique des êtres. C'est ça qui était prouvé
que les espèces se ressemblent. Absolument. Et deuxième constat, c'est les organes sont très adaptés à l'environnement. Voici les deux seuls constats. À partir de ces constats, des théories sont nées dans l'imaginaire effectivement des scientifiques du 19e siècle. La première conclusion qui a été tirée, c'est qu'il y a un embranchement entre les différentes espèces. Ça, je pense que ça, c'est une conclusion active qui a été faite, que les espèces sont apparentées et que les espèces ont évolué. Et aussi, à partir de cela, ils ont essayé d'identifier le mécanisme par lequel les espèces ont évolué, et ce mécanisme, ils l'ont appelé la sélection naturelle. C'est-à-dire les plus forts qui survivent. Voilà, les plus forts, les plus adaptés. Ont survécu à un environnement hostile et ont développé des organes qu'ils ont transmis à la génération future et ainsi de suite au fil de l'histoire. Ça aussi, c'était un dogme, c'est-à-dire que le caractère héréditaire de... et ça, la génétique a démontré que ce n'était pas... Oui, il y a 5 problèmes majeurs qui ont démonté toute la théorie. Premièrement, on n'a jamais réussi à voir les espèces évoluer. On n'a pas vu les espèces se transformer. Donc, c'est à l'état de théorie et de construction. Deuxième problème, c'est le tableau chronologique. Le tableau chronologique pose énormément de problèmes en termes de correspondance, en termes de classification, etc. Je pense que ça, c'est un problème majeur. Et le vrai ancêtre de l'homme n'a pas été découvert. Absolument. On parle toujours de chaînons manquants. De chaînons manquants, etc. Je pense que c'est important. Je pense que la chaîne opérationnelle aussi, la chaîne opératoire, a posé problème parce qu'on nous a parlé de sélection naturelle. Et la sélection naturelle, c'est à partir des éléments distinctifs de l'homme, à savoir l'intelligence supérieure de l'homme, la bipédie, le langage. Et c'est très facile de déconstruire toutes ces théories parce que la bipédie n'a jamais été un avantage sélectif. Tout à fait. Et les scientifiques l'ont beaucoup montré, que les animaux développent des organes qui sont beaucoup plus adaptés à un environnement hostile, et on l'a démontré dans le livre. Et longtemps aussi, on a pensé que l'homme était 1000 fois plus intelligent que les autres. Que les autres parce que vous nous avez donné beaucoup d'exemples, mais vraiment, on tombe de nues parce qu'on voit à quel point les animaux sont intelligents. Effectivement. Et même parfois, une intelligence vraiment assez complexe. Extraordinaire. Quand il faut faire des choix, quand il faut faire des synthèses, un esprit de synthèse. Effectivement. Et jusqu'à des sciences qui sont très récentes, très évoluées, comme la médecine. On se rend compte que les animaux développent même des médecines très évoluées par rapport à celles de l'homme. Et pour preuve, ils ont créé, les fourmis ont créé des antibiotiques. Des antibiotiques. Ils ont des chimpanzés, les singes en tout cas, ont réussi avec des exemples filmés à réanimer, n'est-ce pas, de façon extraordinaire. Tout à fait. Moi, j'ai vu le film dont vous parlez dans l'ouvrage, un singe qui réanime, un autre singe qui était électrocuté. Électrocuté, voilà. Je pense que c'est un film. Aussi, par rapport à cette chaîne évolutive, les découvertes récentes ont montré un passé extraordinaire de l'homme. Parce que la théorie de l'évolution, c'était quoi? C'est-à-dire l'homme a évolué. C'est-à-dire le passé était un passé archaïque, etc. Et depuis, on a fait des découvertes assez impressionnantes d'une civilisation perdue qui date de centaines de milliers d'années, et même ici en Afrique, parce que... Mais ne serait-ce que je pense que parfois les gens, ils essaient de se cacher derrière leur petit doigt, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il suffit d'aller en Égypte. Je veux dire que tous ces scientifiques-là dont on parle, c'est des gens qui avaient connaissance de cette civilisation, de ces civilisations, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique du Sud. Donc ils savent pertinemment que ces gens avaient une certaine technologie. Mais nous, ce qu'on apprend jusqu'à présent à l'école, c'est que parfois on en rit. On dit que les pyramides ont été construites avec des pierres polies et avec je sais pas... C'est archi faux, c'est pas possible. Des outils rudimentaires. C'est impossible. Et même avec cette hypothèse, même si on retient cette hypothèse, on n'arrivera pas à démontrer comment, par quelle
technique, par quelle technique, n'est-ce pas, on a réussi à transporter des pierres et à les surélever à ce niveau. Et vraiment, l'exactitude Oui, mais l'exactitude, les mathématiques dedans, le nombre d'or, le pi, mais tout ça, vous le dites à des gens qui se disent scientifiques, ils vous disent que c'est le hasard. C'est le hasard. Et que ces gens n'avaient pas de connaissances. Le plus grave, en fait, ce qui est le plus extraordinaire dans ça, on se rend compte que cette civilisation qui est très évoluée par rapport à la nôtre, en réalité, à travers le livre, on a essayé de le montrer, n'est qu'un vestige de passé encore plus évolué encore. Absolument. Plus évolué encore. Donc c'est ça qu'on a cherché à montrer à travers le livre, que ce passé égyptien qui émerveille les Occidentaux de par le niveau technique et scientifique, en réalité n'est que les vestiges d'une civilisation beaucoup plus évoluée encore, etc. Parce que c'est une civilisation post-déluge. Post-déluge, voilà. Il y a des civilisations antédiluviennes. Antédiluviennes, voilà, justement. Je pense qu'on est revenu sur toutes ces civilisations-là, et il y a énormément. Et ce qui a retenu aussi mon attention, c'est que même la découverte de l'Amérique, disons, avec Christophe Colomb, on s'est rendu compte que... En sachant que ça c'est le récit, mais le réel, on sait bien que les gens... On se rend compte qu'effectivement, il y a des vestiges qui montrent que cette partie de la Terre a été colonisée, entre guillemets, par les Africains, n'est-ce pas, des siècles, des millénaires avant, effectivement, cette civilisation. Rien que l'empereur Bakary II est allé 150 ans avant Christophe Colomb, avec 2000 embarcations. Voilà, Christophe Colomb, il est allé avec une caravelle et 2 caracs. Voilà. C'est presque des lotios. Quand on voit les bateaux, c'est des petits bateaux. Hein. Voilà. C'est pas ce qu'on vous montre dans Christophe Colomb 1492 d'aller... Voilà, je pense à Hollywood, voilà, ils vous sortent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc il y a énormément de problèmes qui n'ont pas été résolus par la théorie de l'évolution. Un autre problème qui est assez fondamental, et on en a parlé dans le livre, c'est l'apparition de la vie. C'est-à-dire cette théorie, elle est matérialiste. Donc c'est la matière qui a engendré la vie, et la vie du fait du hasard a évolué, etc. Je pense que dans le livre, on a montré que la vie ne peut pas apparaître. Jusqu'à présent, toutes ces choses que les gens essaient de nous démontrer ne sont pas reproduisibles en laboratoire. Et on se dit que tout ce qui est scientifique, c'est ce qu'on peut observer en laboratoire. Voilà. On n'a jamais vu une vie qui est sortie du néant. Jusqu'à présent, qu'on parle en 2022, on ne peut pas sortir une vie de quelque chose qui ne vit pas. Donc on n'a jamais réussi à le faire. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vu une espèce se changer en une autre espèce. Voilà, justement ce que je dis. Mais pour moi, ça, c'est la base de la théorie de l'évolution. On leur a demandé, mais montrez-moi... ne serait-ce que, même quand on parle des bactéries, ne serait-ce qu'une bactérie qui est devenue quelque chose d'autre qu'une bactérie. Non. Mais les bactéries restent des bactéries. Non, justement. et je pense que le couperet est venu de ces nouvelles découvertes scientifiques liées à la génétique. Tout à fait. Et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les innovations en termes d'organes ne sont pas héréditaires. Absolument. Ne sont pas héréditaires. Donc le texte des gènes est resté le même depuis l'origine du temps. Donc, quand l'homme, par hasard, développe un organe, l'organe n'est pas adaptatif, c'est-à-dire que ce n'est pas du fait de l'environnement que l'individu a développé cet organe. Mais plus grave, cet organe, il ne peut pas le transmettre. Aux générations suivantes. Donc, je pense que ça, c'était très important. C'est une découverte. Mais il y a une autre découverte aussi, et qui peut intéresser davantage les musulmans, c'est qu'on s'est rendu compte que l'homme, en réalité, génétiquement, était plus proche du porc que du singe. Que du singe. Ouais. Donc, je pense que ça met un couperet final à la tête, parce que nous sommes des descendants, selon la théorie de l'évolution, nous sommes des descendants des primates en tout cas. Absolument. Or, génétiquement, les primates ne sont pas forcément plus proche de l'être humain que les autres. Quoique ces deux exemples sont assez patents, parce que quand vous parlez de textes sacrés, vous l'avez noté quelque part, que même Darwin, à un moment donné, il avait plus parlé, il avait commencé à parler, peut-être c'était son esprit peut-être scientifique qui parlait. Il avait d'abord parlé de dégénérescence. Dégénérescence d'abord. Avant de parler d'évolution. Effectivement. Parce que nous, on le voit dans le Coran, où Dieu dit qu'ils ont transformé les hommes en singes et en porcs. Voilà.
C'est-à-dire que ces deux. Effectivement. Mais ces deux espèces reviennent exactement. Et c'est pourquoi peut-être que quand on voit qu'après vous voyez la génétique, qu'il y a une proximité entre les singes, les porcs et les hommes, ben on se dit, mais est-ce que finalement, ce n'est pas des hommes qui ont été transformés en singes? En singe et en porc. Parce que l'homme est très proche du singe. Vous parlez Parce que même il y a des organes du porc qu'on transplante aux hommes. Justement. Et que ça marche. Voilà, le dernier en date, je pense que c'est Beret qui est mort récemment. Je pense qu'il avait un problème de cœur. C'est-à-dire la transplantation qu'il a reçue, ce n'est pas celle du singe, le cœur du singe, mais plutôt le cœur du porc. Pour montrer. Et même au niveau des reins, les transplantations qui sont les plus reçues, effectivement, c'est les organes du porc. Pour montrer la proximité génétique entre le porc et l'homme. En parlant des religions révélées, j'ai beaucoup fait référence aux religions révélées parce qu'en réalité, c'est des théories qui s'opposent. La théorie de l'évolution s'oppose à celle du créationnisme qui est effectivement celle des religions révélées. Et si on prend l'exemple du Coran, effectivement, il y a énormément de questions sur lesquelles la religion islamique a donné des réponses qui sont toutes faites. C'est par rapport, par exemple, à l'évolution des sociétés. Dieu dit à plusieurs reprises dans le Coran qu'en réalité, il y a des sociétés énormément plus évoluées que les vôtres. Absolument. En termes de richesse, en termes de technologie, en termes d'organes, etc. D'organisation, même politique et autres. Voilà. Or, les scientifiques admettent, la théorie évolutionniste affirme que l'homme grandit en taille et devient de plus en plus vieux. Ce qu'il faut. Oui. Pour le Coran, voilà, les anciens hommes, ils mesuraient des tailles... ils vivaient beaucoup plus longtemps. Voilà, inimaginables, quelquefois 30 mètres. Et effectivement, les vestiges archéologiques montrent, effectivement, n'est-ce pas, qu'il y avait des hommes dans le temps qui faisaient presque 30 mètres. Et c'est des photos, il n'y a rien de... Et Dieu met au défi les scientifiques pour le dire, là où vous marchez, creusez, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des civilisations énormément qui vous ont précédé et qui sont beaucoup plus développées. C'est pourquoi j'ai voulu faire des ouvertures, n'est-ce pas, pour faire appel à la réponse de la religion par rapport à ces questionnements. Mais l'objectif, dans tous les cas, c'était de déconstruire des théories qu'on pense être parce que déjà, il faut relativiser, mais remettre les choses à leur place. Parce que déjà, une théorie, ce n'est pas une vérité scientifique. Voilà. Et les gens, on nous enseigne des théories comme des vérités. Voilà. Et encore, il y a des théories qui n'ont même pas vraiment de niveau de théorie. Parce que la théorie de l'évolution, franchement, je pense même que il y avait beaucoup d'idéologie lorsqu'il le faisait, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est facile à déconstruire. On voit que rien que dire qu'il y a un chaînon manquant, déjà pour moi, c'est une arnaque. Mais malheureusement, à l'une, les conséquences sont terribles. Absolument. Parce que nous, à notre niveau, on peut admettre que c'est juste des théories, que ça ne vaut pas grand-chose. Mais les conséquences, elles sont terribles. C'est pourquoi il faut mettre la main à la pâte. Pourquoi elles sont terribles? Je ne parle même pas des enfants qui aujourd'hui sont occidentalisés, c'est-à-dire ils ont une conception matérialiste et vont finir par perdre leur foi en pensant que, effectivement, que c'est une théorie vraie, puisque c'est enseigné dans les lycées français. C'est devenu aujourd'hui la culture occidentale, de façon générale, c'est une culture purement matérialiste. Mais dans l'histoire aussi, cette théorie a fait énormément de dégâts. Parce que, disons, tous les massacres qui ont eu lieu en Afrique et partout ailleurs, l'esclavage et tout ce qui s'ensuit, le nazisme résulte effectivement de ces théories sur la supériorité d'une race, n'est-ce pas, qui serait effectivement... Vous l'avez même dit dans l'ouvrage, tout ce qu'on a pu peut-être prouver sur le plan scientifique et qui puisse peut-être marcher, entre guillemets, c'est l'eugénisme. Oui, l'eugénisme, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'eugénisme, on fait la sélection dès le départ, les gens qui sont soit handicapés, parce que l'eugénisme, les États-Unis ont pratiqué l'eugénisme. Le Japon a pratiqué l'eugénisme, les gens peut-être l'oublient, mais aux États-Unis, on a fait de manière tout à fait, je veux dire, légale. On a des juges ont interdit à des femmes de pouvoir se reproduire parce qu'elles étaient handicapées ou bien elles avaient des malformations. Effectivement. Donc, je pense
pense que s'arrêter à ce sentiment que c'est quelque chose de passé, de révolu, c'est des théories de Darwin, c'est au 19e siècle, etc. Non, pas du tout. C'est commettre une grave erreur parce que la théorie de Darwin aujourd'hui structure toute la pensée occidentale et toute la science occidentale. Et aujourd'hui, c'est l'idéologie dominante. Tout à fait. Et malheureusement, comme nos enfants sont très connectés à Internet, sont plus ouverts à la civilisation occidentale, la conséquence c'est qu'ils sont occidentalisés. Et cette occidentalisation va aboutir, va déboucher sur, effectivement, ce matérialisme et la perte de... Absolument. Et le fort de ces pseudosciences, quand on est dans l'idéologie, on n'accepte pas la vérité. Voilà. Et maintenant, comme vous l'avez si bien dit dans l'ouvrage, une fois qu'on voit que le darwinisme ne peut plus tenir, on crée le néo-darwinisme. Le néo-darwinisme, voilà, justement. Les gens ils se disent, voilà, exactement, on essaie de contourner, dire que oui, ça peut-être, oui, on s'est trompé là, mais n'empêche que ceci, on crée de nouvelles théories et on s'en sort pas. Parce qu'on parle des enfants, c'est vrai, mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'adultes qui font de la dissonance cognitive. Hein, parce qu'on se dit, vous pensez que les gens sont en paix avec eux-mêmes. Ils se disent, oui, je suis croyant, je sais que Dieu existe, je sais que ceci et cela. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils vivent un dilemme. Moi, les gens ne le disent pas, mais lorsqu'ils ouvrent le Coran et qu'ils voient des choses, par exemple, ils se disent, mais Dieu a dit ça et pourtant, moi, la science m'a dit ça. Voilà. Mais le choix est vite fait. Voilà, les gens se disent que la science, elle est infaillible. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Effectivement. Ils n'osent pas le dire ouvertement, mais c'est au fond d'eux, il y a beaucoup de gens Parce qui pensent. qu'il n'y a pas de scientifiques qui osent franchir le pas et opposer, disons, une théorie à celle qui est en cours en Occident. Je pense que... Or, en réalité, il n'y a que deux faits qui sont constatés. Il n'y a que deux faits. Un, c'est-à-dire les espèces se ressemblent et que les organes sont très adaptés à l'environnement. Mais tout le reste n'est que conclusion, n'est que théorie, et les recherches récentes montrent que c'est... On va passer la parole à nos camarades là, parce qu'on est en train de monopoliser un peu. Bonsoir professeur. Laura. Bonsoir, félicitations pour votre ouvrage. Merci, qui est vraiment un condensé d'enseignements, je trouve. Et ça permet vraiment, comme on a pu le dire, de briser un certain nombre d'idées reçues. Donc je pense que c'est un travail, vous avez relevé un vrai défi en tout cas, rectifier l'histoire, pardon. Et puis je vous félicite vraiment pour la qualité du contenu parce qu'on parle des contenus auxquels on peut avoir accès aujourd'hui, surtout les jeunes. Je trouve que c'est très mal sourcé aujourd'hui et en fait dans votre ouvrage justement, il y a un nombre incalculable de sources. C'est un travail vraiment très, très, très minutieux et je pense qu'on ne peut pas en demander moins quand on veut parler de l'histoire, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc pour le coup, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir pu lire votre livre et merci beaucoup. C'est de plus en plus rare, malheureusement, comme je vous disais, de trouver des ouvrages vraiment sourcés. Et justement, puisqu'on évoque l'histoire, donc les erreurs sur l'histoire de l'humanité, des théories qui voilent l'histoire, je voulais vous demander, peut-être dans la conception de cet ouvrage, vous qui êtes socio-anthropologue pour le coup, est-ce que vous avez décidé de vous accompagner d'historiens ou est-ce que vous auriez reçu des retours d'historiens suite à la lecture de votre ouvrage ? Oui, vous savez, nous ce qu'on nous a enseigné à l'université, c'est le lieu de remercier mon professeur d'anthropologie, Siaka Prosper Laleye. Je pense qu'il est toujours en vie, c'est lui rendre hommage. Il nous a décomplexés par rapport au savoir. Parce que penser que les savoirs sont cloisonnés, compartimentés et inaccessibles, je pense que c'est une grave erreur. Aujourd'hui, le savoir est accessible à tout le monde. L'essentiel, c'est de développer des outils. Parce que les sciences sociales, en réalité, ont une trame en commun. C'est-à-dire que c'est la même méthodologie, c'est la même démarche, ce sont les mêmes outils de collecte d'informations, de traitement de l'information, d'analyse, etc. C'est les mêmes outils. Donc, vous avez vu dans le livre que je suis même sorti des sciences sociales pour aller vers des sciences beaucoup plus naturelles, les sciences de la vie, la terre, etc. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça doit être disons, un des paradigmes, des révolutions de notre système, et de sortir les étudiants des carcans, n'est-ce pas, des cloisonnements qui, effectivement, les empêchent. Et puis surtout, de démystifier, parce que le savoir est accessible. Aujourd'hui, tous les savoirs sont accessibles. Donc, comme vous vous êtes rendu compte, les sources sont là. Il suffit juste d'aller au niveau des sources pour
prendre le savoir, n'est-ce pas, et effectivement de constituer un corpus cohérent, homogène et accessible à tout le monde. Merci beaucoup vraiment et félicitations pour cet ouvrage. Merci. Je me suis dit que vous êtes très courageux. Très courageux et je sais que aussi le courage ne suffit pas aussi pour publier un livre. Parce que le livre n'est pas simplement fondé sur le courage, mais c'est un livre vraiment argumenté, vraiment référencé, scientifiquement. Voilà. Vous ne manquez même pas d'entrer aussi dans des références, même religieuses, pour étayer votre point de vue. Et pour moi, c'est très important. Et c'est un livre qui vient à point nommé parce que ça va décomplexer, comme tu dis, et décomplexifier même la science en réalité. Parce que la science est destinée à l'homme. Le commun des mortels doit être vraiment dans des dispositions à comprendre des choses qui touchent sa vie et qui touchent sur sa foi. Et sa religion. Oui. Et sa religion. Ouais. Le petit enfant se pose des questions métaphysiques. Extraordinaire. Tous nos petits-enfants, ils nous posent des questions quelquefois même insolubles pour nous. Donc on doit avoir des arguments à leur opposer. Et tu t'attaques à ce que j'appelle l'un des mythes fondateurs vraiment de cette pseudo-science-là, de cette science moderne, qui, il faut le dire, que la science, elle est fondée sur le faillibilisme. Hein. C'est ça. La science n'est science que quand elle est faillible. Si elle n'est plus faillible, elle n'est plus science. C'est ça. Elle devient une idéologie. Ça, c'est une règle très élémentaire qu'on enseigne en épistémologie. Donc, les scientifiques se trompent. D'autant plus que quelqu'un comme Darwin, parce qu'il y a, à mon avis, il y a 3 grands problèmes dans la science. Il y a Darwin, il y a Malthus. Malthus. Il y a aussi les fondateurs de ce qu'on discutait tout à l'heure, off the record, l'orientalisme aussi. L'orientalisme est fondé pratiquement sur du faux, de l'imaginaire. C'est 3 grands mythes fondateurs auxquels il faut s'attaquer. Et je pense que ce livre-là doit avoir une suite, quoi. Comment faire pour en débattre à l'université, avec les étudiants, avec les jeunes qui sont de moins en moins outillés scientifiquement, qui vont sur Internet piocher par-ci et par-là, qui ne vont pas dans les bibliothèques. Comment organiser une politique pour s'attaquer à cette question-là, à l'évolutionnisme qui est, en réalité, comme vous l'avez si bien dit et bien développé dans le livre, en réalité, c'est une idéologie. Hein. C'est une idéologie. Il y a peu de grands scientifiques aujourd'hui qui ont le courage d'attaquer l'évolutionnisme. Et ils se disent que, voilà, si j'attaque l'évolutionnisme, je serai discrédité. Voilà, scientifiquement. Ils ont peur. Vous êtes universitaire, vous savez que le monde universitaire, le monde scientifique a ses codes, a ses règles. Voilà, ils ont des gourous et il y a des maîtres. Voilà. Les gens ont peur de s'attaquer à un certain nombre de choses. Et je pense que vous avez ouvert la brèche et pour permettre aujourd'hui aux jeunes étudiants, aux jeunes aspirants, vraiment, de s'attaquer à un certain nombre de choses. Parce que le but de la science, le but de la philosophie, le but même de la religion, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand dans vos recherches, vous découvrez que cette théorie-là est fondée sur du sable mouvant, mais pourquoi pas ne pas le développer dans un livre. Exactement. Une petite question. Est-ce que c'est la foi qui vous a guidé, qui vous a titillé un peu, qui vous a guidé un peu, qui vous a servi de levain pour attaquer la question de l'évolutionnisme avec des arguments scientifiques, ou simplement c'est une démarche purement d'universitaire ou de curieux, quoi? Oui, en fait, ce sont les deux. Les deux à la fois. Oui, parce que moi, déjà, vous vous rappelez du premier ouvrage, du premier livre sur la saga de l'islam. La saga de l'islam, effectivement. Donc, je m'intéresse depuis, même à l'université, le mémoire de maîtrise que j'avais soutenu, c'est sur l'islam et à l'université, etc. Il y a beaucoup de théories. Voilà, donc je m'intéresse beaucoup aux questions de l'islam, ne serait-ce que sur le plan anthropologique. Ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus motivé, la motivation pour faire ce travail de sacrifice, parce que c'est un sacrifice dans tous les sens du terme, financier, en termes de temps, en termes de trucs. Mais la trame de fond, ce n'est pas la religion. Et vous vous êtes rendu compte, même dans l'ouvrage, que
quand j'essaie de citer des références religieuses, à mon avis, même un peu trop. Je me suis dit, là, il a vraiment voulu ne pas en parler du tout, pour rester dans le champ purement scientifique. Vous avez tellement cité les scientifiques, tous des deux côtés, des deux camps, ceux qui parlent de l'évolution, ceux qui n'ont pas... Vraiment pour donner ce caractère méthodologique. Méthodologique et purement scientifique, premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de ces choses, de ces sujets sérieux qui engagent toute l'humanité, nos enfants, etc., je pense qu'on a le devoir d'y mettre la forme et surtout de faire prévaloir la science, rien que la science. Parce qu'on s'attaque à un sujet scientifique. Il faut que les données soient le plus scientifiques possible, premièrement. Et deuxièmement, il faut que les données soient les plus éclectiques possible. Absolument. Donc, vous vous rendez compte, on a parlé d'anthropologie, de philosophie, le matérialisme, les sciences de la vie et de la terre, l'anthropologie, la sociologie. Donc, on a fait appel à toutes les sciences qui ont eu, à un moment donné, des embranchements avec cette théorie. Parce que cette théorie, c'est la théorie mère qui a donné naissance à beaucoup de faussetés dans pas mal de disciplines. Donc, il fallait effectivement revoir toutes ces théories et les embranchements dans les différentes sciences avec des arguments scientifiques. Donc, j'ai voulu demeurer dans le terrain scientifique. Mais demeurer dans le terrain scientifique, c'est pas ne pas s'intéresser aux réponses données par les uns et les autres. La philosophie a donné des réponses avec l'Atlantide, la théorie de l'Atlantide. Avec Platon. Avec Platon. Avec Platon, qui effectivement est revenu sur énormément de sujets. Voilà, donc il fallait revisiter Platon et Descartes et énormément de théoriciens. Les sciences de la vie et de la terre. Mais surtout, on ne peut pas écrire. Quand je préparais la thèse, mon professeur encadreur m'a dit que vous n'avez pas le droit de faire une thèse en ignorant toutes les nouvelles, disons, découvertes, disons, nouvelles publications. Parce que les nouvelles publications prennent en compte, disons, les anciennes théories. Vous ne pouvez pas vous... Donc, en écrivant ce livre aussi, idem. Je ne peux pas ne pas m'intéresser à toutes les nouvelles découvertes qui sont faites sur le sujet. C'est pourquoi on a parlé de la génétique, effectivement, parce que la génétique a donné des réponses à des questions qui étaient posées au 19e siècle, n'est-ce pas? Par rapport, par exemple, à l'organe adaptatif et la transmission de cet avantage, n'est-ce pas, aux générations suivantes. Donc, la génétique a donné une réponse. Est-ce qu'on pouvait ignorer cette réponse? Je dis que non. Donc, il fallait effectivement revisiter toutes les découvertes et tous les résultats, n'est-ce pas, de la génétique pour donner la réponse. En tout cas, c'est un excellent ouvrage. En plus, ce qui me plaît le plus, c'est que vous l'avez écrit sans être dogmatique. Vous l'avez écrit avec beaucoup de modestie et beaucoup de retenue. Voilà, exactement. Ça c'est vraiment, peut-être un peu à votre image aussi. Donc, c'est ça. Et vous n'avez pas essayé de dénigrer les gens. Vous l'avez écrit avec beaucoup de respect, même quand vous n'étiez pas d'accord avec ce que les gens disaient. Je ne sais pas si, Madame Betch, vous avez... peut-être un mot à dire, vous n'avez pas lu le livre, mais juste un mot par rapport au thème. Complètement derrière, c'est comme si je joindre le cours qui était déjà au 2e semestre et moi je j'entre parce que d'abord, je n'ai pas lu le livre, je ne savais pas le sujet du livre et je ne suis pas francophone natale. Alors, j'essaie quand même de juste suivre la conversation et... je n'ai pas encore développé une théorie précise. Une opinion. Oui, moi je crois que j'ai bien fait juste de suivre parce que vous parlez extrêmement vite. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous venez nous parler
d'une personnalité que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas bien encore au Sénégal, que moi, personnellement, j'ai découvert assez récemment, je pense l'année dernière, qu'il s'agit de Anta Madjiguène Ndiaye, qui est votre ancêtre. Vous êtes américaine, vous êtes un peu écologiste, vous travaillez dans un parc national qui s'appelle Kingsley Plantation en Floride. Et vous venez souvent au Sénégal pour vous ressourcer. Il faudrait peut-être que vous essayez peut-être de nous dire qui était Anta Madjiguène, nous raconter son histoire, long story short, comme on dit. Je ne sais pas comment faire le long story short, mais je peux dire que pour moi, il y a Anta Madjiguène Ndiaye et il y a Anna Kingsley. Alors, et ils sont un peu différent parce que Anta Madjiguène Ndiaye, c'était une jeune fille, fille d'un Boba Jolof qui habitait à Linguère, qui était soit handicapée, soit perdue, soit qui est allée chercher son père qui était pris en prisonnier de guerre ou en conflit, et elle a disparu entre 12 et 13 ans, et c'était en 1806. Et puis, elle est allée à Rufisque et puis à Gorée, où, évidemment, elle a fait le trajet transatlantique pour arriver à Cuba, où elle était achetée par un homme de Caroline du Sud qui faisait beaucoup il était entrepreneur, il faisait beaucoup de choses différentes. Il y avait des plantations, il y avait des bateaux, il était un trader. Et il y a dans les records qu'il a acheté 2 Beausoleil nouveaux cette année. Et Beausoleil, c'était un terme pour les gens qui venaient directement de l'Afrique. Alors, on imagine que c'était une de ces jeunes filles-là. Et bon, quand ils sont arrivés en Floride du Nord, elle avait 15 ans et elle était enceinte. Alors, à l'âge de 18 ans, elle avait 3 enfants. Et elle a été libérée. Et bon, c'était là un peu qu'elle a commencé à être Anna Kingsley. Parce que Zephaniah, le monsieur qui l'a acheté, l'a mariée. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu une femme européenne, des enfants blancs. Tout à fait. Mais je crois que, même que Anta Madjiguène Ndiaye est devenue Anna Kingsley, elle n'a jamais perdu ses traditions, son point de vue, son héritage. Elle avait une forte personnalité. Oui, elle avait une très, très forte personnalité. Par exemple, le fait que Zephaniah Kingsley n'a jamais pris des femmes européennes. Non, il a pris 3 autres femmes. Mais toutes des Africaines. Des Africaines. Alors moi, je crois, ma théorie, c'est que ça montre la force non seulement de Anta Madjiguène Ndiaye, mais de la femme africaine. Parce qu'à l'époque, pour une femme africaine ou noire, la présence dans la plantation d'une femme blanche, c'était... ça les met pas en sécurité. Parce que si elle voulait, elle pouvait dire « Oh, j'ai un problème avec celle-là, il faut que tu la vendes. Mais s'il n'y avait pas de femme blanche et que vous partagez le travail et tout comme co-wife, que c'est leur coutume à elle et pas à lui. Absolument. Oui, que ça fonctionne bien. Et bon, Anta Madjiguène Ndiaye, elle n'a jamais laissé des lettres ou des journaux, il n'y a pas de photos d'elle. Mais tout ce qu'on sait, c'est les faits qu'elle a dans sa vie et les traces du système légal. Par exemple, le document de manumission de elle et ses 3 enfants à l'âge de 18 ans. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais les titres de propriété du terrain, parce qu'elle a été propriétaire de sa propre plantation, de sa propre ferme. Parce que moi, j'ai entendu cette histoire, vous allez me dire si c'est vrai ou pas.
qu'elle a été obligée de se battre légalement pour pouvoir hériter de son mari. Parce qu'on se disait à cette époque qu'il n'est pas question qu'une femme noire puisse hériter. Et elle est allée en procès et elle a gagné et elle a pu gérer tout le patrimoine de son mari. D'abord, c'est pas seulement les femmes noires qui n'ont pas le droit d'héritage. À cette époque, c'était les femmes. Les femmes tout court. Oui. Et aussi, c'était... Bon, elle était vraiment... Quand je vois les faits qu'elle a fait, les circonstances qu'elle a réussi, c'est incroyable. Parce que, bon, après la mort de son mari, bien, elle était assez jeune parce qu'il avait 30 ans plus qu'elle. Sa sœur, c'est-à-dire sa sœur qui était puissante, riche, blanche, dans l'époque, chez elle, l'a mis en justice pour nier le testament de son frère, en disant que cette femme, juste parce qu'elle est noire, elle est africaine, n'a pas le droit d'héritage. Mais en 1848, au sud, aux États-Unis, elle a gagné. Elle a gagné parce que quand ils sont venus en Floride, Floride n'appartient pas aux États-Unis. C'est terrible. Alors, ils étaient là même avant l'Amérique. Tout à fait. Oui, alors quand les gens me disent... ou disent aux gens noirs que nous ne sommes pas des Américains. Moi, je suis plus américain que vous. Moi, ma famille a des racines avant que l'Amérique même. Tout à fait. Oui. Mais dans les lois de l'époque de la Floride espagnole, les couples mixtes avaient les droits de se marier. Les gens de couleur libre avaient des droits de propriété, d'héritage et tout. Bon, une autre chose intéressante sur les choix de Zephaniah Kingsley, son mari, c'est qu'à un moment donné, quand les États-Unis est venu, quand Floride est devenue Amérique, il savait que sa famille et son héritage étaient en danger. Absolument. Il a lutté pour les droits de pas les filles, mais ses deux fils, d'avoir le droit d'héritage parce qu'il était un des plus grands propriétaires dans tout l'État de la Floride à l'époque. Et il est allé au Congrès, il a fait une plainte, une pétition où il décrit ses idées sur la structure de la société, comment ça va marcher. Il n'était pas du tout abolitionniste, il était très pragmatiste. Pour lui, c'était un système économique qui fonctionnait et c'était comme ça. Et il a découvert tous les rangs sociaux qu'il croyait qu'il devrait avoir. C'était que les Blancs qui avaient des propriétés, qui n'avaient pas de propriétés, qui étaient d'un rang social juste simplement grâce à l'être blanc. Il y avait les gens de couleur libre qui étaient comme un peu au milieu pour sécuriser les Blancs et aussi pour donner de l'espoir aux Noirs. Et bien sûr, les ouvriers, les esclaves qui faisaient tout. Et il a essayé de convaincre les autres hommes blancs, riches, que c'était comme ça qu'ils devraient structurer leur nouvelle société, leur nouveau État. Ils ont dit, oui, mais non, merci. Ça nous intéresse. Oui, ça ne nous intéresse pas. Et Zephaniah Kingsley a pris toute sa famille, c'est-à-dire les 3 femmes, les enfants, tout, même les esclaves, il a déménagé pour aller en Haïti. Parce qu'à l'époque, Haïti, c'était la seule pays libre. Et ses terres, il a perdu toutes ses terres en Floride? Il a perdu tout, mais ses fils ont tout gagné. Ils ont tout récupéré. Oui, parce que comme homme blanche, il ne pouvait pas avoir de propriété en Haïti après la Révolution. Mais ses fils, oui. Oui, à un certain moment, Anta était de retour en Floride avec les 2 filles. Je crois que c'était pour les éduquer et pour les marier. Mais le mari est mort. La sœur a dit qu'elle ne supportait pas le testament et elle voulait que ça soit dismissed. Tout à fait. Oui. Mais Anna Kingsley,
à l'époque espagnole, elle a fait deux choses. D'abord, même qu'elle était musulmane, elle se convertit en catholique pour que ses enfants puissent avoir des marraines et des parraines dans l'Église catholique, qui donnait le gouvernement espagnol et de l'Église catholique. Tout à fait. Aussi, pendant ce qu'on appelle le Patriots War, elle a donné des refuges aux soldats espagnols. Elle a même brûlé sa propre ferme, sa propre plantation, pour que les soldats américains qui venaient ne pouvaient pas le prendre. La politique de la terre brûlée. Oui, alors, pour ces raisons, elle a été recognisée comme citoyen de l'Espagne. Elle a trouvé un trou dans le système légal que disait que, bon, parfois, le rang social trompe même race, même au sud des États-Unis avant la guerre civile. C'était parce qu'elle était citoyenne de Spanish Florida et qu'elle a eu la couverture de l'Église catholique et que, comme ça, elle a eu les droits que les Noirs libres avaient en Spanish Florida et elle a gagné. Tout à fait. Moi, et ça, même maintenant... Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Oui. Ne serait-ce des deux côtés, il y a beaucoup de leçons à tirer. Moi, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, non seulement, lorsqu'on est dans le vrai, on peut toujours avoir raison, mais les Américains ont su aussi, ils ont eu cette grandeur de pouvoir reconnaître qu'il y a une faille dans le système et ils lui ont donné raison. Oui. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de sa vie. Et même qu'elle n'est pas beaucoup connue ici au Sénégal, elle est aussi pas bien connue aux États-Unis. Tout à fait. Laura. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de partager votre histoire avec nous. Oui. C'est très touchant et puis je pense que ça peut encourager aussi d'autres personnes qui connaissent plus ou moins leurs origines à se renseigner et à apprendre l'histoire de leur famille qui au final leur permet aussi d'en apprendre sur l'histoire de l'humanité finalement. Oui. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Oui. Et du coup je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez toujours connu l'histoire de vos origines, de vos ancêtres, ou est-ce que vous l'avez découverte au cours de votre vie? Qu'est-ce qui vous a amené à faire vos premiers voyages ici au Sénégal, là d'où vient votre ancêtre? OK. Alors, en fait, moi, j'ai fait la découverte, la première fois que j'ai entendu parler de Antomaji Genjai ou Anna Kingsley, j'avais déjà un billet pour venir au Sénégal. Moi, j'étais étudiante de français à l'université. Je me spécialisais en français, espagnol et l'histoire. J'ai étudié le mouvement littéraire de la négritude, j'ai lu Césaire et Senghor et tout. Alors, j'étais toujours intéressée par l'Afrique et j'ai cru que le français, c'était une porte vers l'Afrique. Alors, j'ai une tante qui habitait en Floride qui m'a toujours dit, bon, je ne savais pas comme enfant, parce que je ne la connais pas. Je l'ai rencontrée quand j'avais comme 22 ans. Elle a dit que nous sommes des Kingsleys. Mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. La plantation de Kingsley fait partie du système des parcs nationaux aux États-Unis. Est-ce qu'elle vous appartient plus maintenant, la plantation? Oh, ça fait très, très longtemps que ça appartient pas à la famille. Parce que, bon, ils ont laissé, ça fait partie des terrains qu'ils ont laissés pour déménager en Haïti. Et même en Haïti... Mais on a gardé le nom quand même. Oui. Il y a des rues à Jacksonville qui s'appellent Kingsley. Il y avait un centre commercial avec un cinéma et tout qui s'appelait Kingsley Square. Il y a des vestiges de cette famille un peu partout. Même Antomaji Genjai est entouré au milieu d'un voisinage des maisons assez récentes des années 60, 70. Il y a des gens qui habitent dans le voisinage qui ne savaient même pas que ce n'était pas un jardin, que c'est un cimetière et qu'elle est là. Alors moi, j'ai fait la connaissance de cette histoire il y a 25 ans. Et c'était mon premier voyage ici. Alors cet été, j'ai fêté mon 50e anniversaire ici. Alors ça fait la moitié de ma vie.
Et... Vous avez l'air d'avoir 30 ans. Merci. Alors, ça m'a beaucoup influencé, cette histoire. Mais aussi, la recherche sur la vie de Anta Madjiguène Ndiaye s'est développée petit à petit. Parce que maintenant, il y a plusieurs livres. Il y a un livre qui est, je crois, en 12e édition, peut-être 3e. Bon, 12e édition et une édition française. À l'époque, quand j'ai pris mon premier voyage, c'était même pas un livre, c'était un petit livret, un bouquin. Et moi, je suis venue au Sénégal, mais je ne savais pas du tout beaucoup de détails. Alors, moi, j'ai pensé que ça va être assez facile de prendre un voyage au Sénégal, d'aller à Linguère et de dire, moi, je suis membre de la famille Ndiaye. Je ne savais pas que c'était un des plus communs noms ici et que presque tout le monde est Ndiaye. Absolument. Ouais. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond. Merci. Vraiment, je suis vraiment... Merci beaucoup. Je suis vraiment touché par cette histoire. En vous entendant parler, je pense à l'autre. Omar Ibn Saïd. Absolument. Oui. Omar Ibn Saïd. Déjà, j'ai fait quelques articles sur Omar Ibn Saïd, lui qui est parti du Fouta. Oui. Parce que je suis très fasciné par un peu les origines et aussi le départ. Pourquoi ces gens qui partent? D'ailleurs, mon texte sur Saïd, c'est un peu ça, quoi. Quel est l'arrière-plan? Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Il y a beaucoup à dire. Sur le départ. Sur les départs. Les gens ne nous ont pas tout dit. Voilà. Moi, j'ai essayé un peu de m'introduire ça. Pourquoi une petite fille de 12 ans qui se retrouve... Voilà, il y a l'autre aussi dont je parle, l'autre de fille qui était devenue une poétesse extraordinaire. Oui, voilà. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ces grandes âmes partent? Parce que c'est des grandes âmes. En entendant cette petite biographie d'Anta Madjiguène, on sait carrément que Anta Madjiguène, ce n'est pas n'importe qui. Absolument. Comment elle a su vraiment faire ce qu'elle a fait aux États-Unis. Comment aussi sa mémoire a perduré, parce qu'elle n'a pas complètement disparu. Non. Elle aurait pu. D'ailleurs, on a une Anta Madjiguène devant nous déjà qui est en train de... Voilà, elle se réincarne, entre guillemets, à travers votre personne. Et je pense qu'il faut des livres sur Anta. Il faut un film. Moi, je suis très cinéphile. J'aime beaucoup les images chaudes. Il faut des documents sur Anta pour savoir un peu... Il y a certainement d'autres Anta. Tout à fait. Oui. Des gens qui sont partis d'ici. C'est ça aussi que je voulais dire, c'est très important, parce que moi, je sais que j'ai de la chance de savoir le nom, le groupe ethnique, la région, le pays, tout ça. Mais juste d'avoir l'ouverture de l'esprit, de prendre la philosophie que nous sommes tous des Africains et que, bon, même nés aux États-Unis, ça appartient à nous. Tout à fait. C'est quelque chose. Mais je sais que tout le monde ne peut pas trouver les racines comme moi j'ai fait, mais il peut voyager en Afrique, il peut essayer de comprendre tous les africanismes que nous avons, nous, aux États-Unis, parce que vraiment, la plantation de Kingsley, ça fait partie de Gullah Geechee Nation. Alors ça, c'est vraiment, ce sont des Africains aux États-Unis qui maintiennent leur culture jusqu'au présent. Jusqu'à présent. Oui. Jusqu'à présent. Absolument. Monsieur Meng, un mot, quoi. Oui. Peut-être que vous êtes en train de découvrir cette histoire. Non, en fait, je ne la découvre pas. Ça fait pas longtemps qu'effectivement, je me suis intéressé à Anta Madjiguène Ndiaye, qui est la petite, en fait, la fille d'un roi, je pense, ici au Sénégal, et qui a fait effectivement des choses extraordinaires aux États-Unis. Mais en fait, moi la lecture que j'en fais, c'est que on a beaucoup de champs à déblayer. Je pense que c'est dans la même problématique. On nous a beaucoup orientés dans les civilisations européennes, des personnages français du XVIe, XIVe, XVe siècle qu'on glorifie. Mais même avant, qu'on est en train dans de l'Antiquité. glorifier. Voilà. On a à l'existence douteuse. Voilà, parfois, douteuse, effectivement. Il y a beaucoup de mythes. Voilà, on a essayé de déconstruire notre histoire, d'effacer carrément notre histoire. Nous ne nous connaissons pas assez. Et nous avons énormément de champs à cultiver dans ce sens-là. Il y a aux États-Unis peut-être
des Sénégalais d'origine qui ont fait des choses extraordinaires que nous ignorons. Et même en Angleterre, apparemment, il y a d'autres figures très héroïques, des personnages de premier plan qui ont façonné, qui ont structuré même l'histoire occidentale que nous ignorons. Aujourd'hui, en Espagne, en France, et c'est que, voilà, en Russie... Les plus grands écrivains russes, c'est Pouchkine, et Pouchkine est noir. Voilà, justement, les plus grandes inventions, même au niveau du XXe siècle, depuis le XVIIIe siècle, c'est pratiquement des inventions de noirs, là où on nous a cachés. Donc je pense qu'il y a énormément de travail à faire par nos universitaires, par nos intellectuels. Je pense que longtemps, on nous a dominés par l'histoire. On nous a fait comprendre que nous n'avons pas d'histoire. Que voilà, nos ancêtres vivaient dans des cases, parlaient à peine les langues, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre à travers Anna, l'histoire d'Anna qui a révolutionné beaucoup de choses aux États-Unis, et d'autres Anna aussi, je pense que nous avons aujourd'hui, intellectuels, universitaires, etc., un rôle à jouer dans la rupture scientifique. Je pense qu'il faut déconstruire l'histoire coloniale. Il faut déconstruire tout ce qu'on nous a appris sur nos ancêtres et pour effectivement refaire l'histoire avec nos propres outils, avec nos propres regards et aller chercher, n'est-ce pas, les moments de bravoure de nos ancêtres, les moments où ils ont participé effectivement à la construction de Parce qu'il leur a fallu 5 siècles pour bâtir ça dans l'imaginaire collectif. Voilà, nous, on pourra le déconstruire. Parce qu'il est toujours plus facile de casser que de... Voilà, justement. En tout cas, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau, M. Ibrahima Meng, Mme Perrier-Frances Betch. Vraiment, c'était un grand plaisir. Nous vous souhaitons un bon retour et vraiment une bonne continuation à vous, M. Meng. Merci beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en accueillant un entrepreneur culturel, membre fondateur de Suñu Demb ak Tay, qui est une association d'historiens, d'artistes et d'acteurs culturels rassemblés pour transmettre l'histoire du Sénégal. Nous recevons M. Abdoulaye Ka. Nous allons également recevoir une jeune artiste rappeuse de grand talent. Elle vient nous présenter son nouveau clip intitulé Classroom 1. Nous avons le plaisir d'accueillir Maggie. Salam alaikum, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. Waaw di kontaan si li ñu leen dalal fii si suñu émission. Tàmbaleeg Abdoulaye, on va terminer en beauté avec Maggie. Donc on commence par Abdoulaye Ka. Abdoulaye, da nga ñëw waxtaan ak ñun si seen benn association bu tudd Suñu Demb ak Tay nga xam ne association la boo xam ne dafa regrouper beaucoup de personnalités de différents domaines, historiens, artistes, acteurs culturels, pour mën di jottali suñu histoire. Boo déggee tur bi sax Suñu Demb ak Tay nga xam ne loolu moo ko tax a jóg mais dafa mel ni yéen da ngeen tàmbali si Kajoor. foofu daal ngeen tàmbali li tax ngeen choisir Kajoor pour tàmbali te nga jaaraale noonu tamit wax ñu association bi nag lan moo fi nekk. léegi damay tàmbali nuyu waa plateau bi. di rafetlu invitation bi ñu invité. man ma war a ñëw représenter Suñu Demb ak Tay. nekk membre fondateur. ba pare nekk première personne moralu association bi. donc soo ma laajee si Suñu Demb ak Tay man damay sawar. expliquer la nan la tëddee ak mbir yi ci biir. dëgg la. association bi li ko jur benn groupe WhatsApp moo jur association bi parce que man ak sama benn xarit boo xam ne cinéaste la dañ doon def ay recherche ci projet de film bu tudd Jolof Lampet di Jolof. recherche yi dem ñuy rencontrer ay nit di dajeek ay nit ay borom xam-xam dem ba ci biir ñu am élément yu bari. ñu toog ñu waxtaan ñu ne non lii mérité wul rek ñu def ci film. am ci succès. am ci leneen ak leneen. te ñun liñ ci plaisir biñ ci am mënuñu ko partager ak suñu moroomu jeunes yi quoi. dëgg la. léegi nag affaire bi commencé ñu koy waxtaanante suñu biir entre amis ba mu jur benn groupe bu tudd 33 Damel. léegi 33 Damel c'est relative à l'histoire du Kajoor. Kajoor, absolument. donc léegi ñu ne ok plateforme bi nañ ko tuddee 33 Damel ñu commencé léegi jël ñun suñu ay contenu yu ñor si suñu ay recherche di partager gars yi di si waxtaan di andi ay commentaires. léeg-léeg ñu andi mooy film bi Jolof la tuddoon léegi ngeen mujjee Kajoor.
waaw léegi Kajoor nag li importance yi Kajoor fil conducteur la comme genre Carrefour la. dëgg la parce que soo tàmbalee Kajoor da ngay mën a dugg si royaume yëpp. dëgg la tandis que boo tàmbalee Jolof dafa vaste. dëgg la da ngay réer ci biir parcours bi et que ñun amuñu woon élément yooyu. et que ñun comme ni ma koy waxee on n'est pas des historiens mais des artistes ñoo xamante ne ñun création mooy suñu liggéey. léegi bi ñu demee ba ci biir nag ñu commencé am ay invités ay historiens ay scientifiques ay professeurs ay artistes musiciens et tout affaire bi commencé nag jël ampleur ñu ne léegi lii nañ ko def association ñu ne ONG ñu ne lii ñu ne lale bañ ne nañ ko def association bi ñu tuddee ko sunu démb ak tey sunu démb ak tey bi tamit jógul rek kenn ñëw choisir ko dañu laaj ñëpp seen xalaat ku nekk di andi benn tour di andi ba benn borom xam-xam bu tudd Omar Diaw Seck sunu démb ak tey bi si moom la jóge moom mu proposé ko tekki ko ñu ne ok tour bi mu ngi nii léegi si biir loolu nag ñun dañuy jël contenu historique yi bëgg ko valoriser à travers toutes les disciplines artistiques te instant bii si loolu lañ nekk parce que ñoo ngi nekk di liggéey si bande dessin animé si suñu histoire dammeel yi ba léegi nii parce que dañ ne chaque 6 dammeel yi ñu waxtaanee rek ba tënk ne voilà comité scientifique bi waxtaan ne ok lii moom lañ tënk si personnage yi ñun dañ koy jël ñun artistes yi ñu commencé si créer ay œuvres di ci bind scénario comme déjà am na benn scénario boo xam ne télésérie la bu nekk en cours bu tudd Amari maa ngi naag donc ko xam tuuti si histoire Kajoor di nga comprendre un peu li may wax léegi nag ñu partagé ko ak ay artistes gars yu disponible mais problème bi mooy lu bëri daf ñoo réer si suñu réew parce que ñun duñu jàngal à la base ba si suñu histoire da ngay dem ba nekk magum jëm nga gëstul ko sa bopp voilà dem dugg génn làmbatu ba daj ay affaire mu intéressé la nga continuer def ko mission léegi nag mission bi foofu la jógee instant bi nag ñoo ngi si création artistique yu xaw a yaatu mais ak suñuy dooley bopp amuñu benn appui venant de nulle part ñun ñooy volontaire entre ñun est-ce que contacté ngeen ministère de la culture ak yooyu pour que ñu jàppale leen voilà loolu tamit instant bi ba ñu defee ay réflexion ak ay waxtaan dañ ne ok nañ commencé bind les institutions ñu yëgal leen yenn affaires yi mais dañu jàppoon au début parce que y a des membres yoo xamante ne ñu ngi si seen loxo yegg na foofu pour ñun jottali nañ message bi mais comme te xam nga rek artiste moom day xaw a bëri ay bagages création moo gën a nekk mission que affaire bi nu muy demee administration yeeg yooyu mais instant bi am nañ équipe bu ciy liggéey pour bind jàllale déjà li ñu jot a nekk di def. xam naa balaa may jox sama gars yi xëy na benn élément rapidement ñu jàllale ko comme ça ñu gis un peu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen association bi Khady dégg c'est vrai. jàmbaar jànga Kajoor taar baaga Kajoor ajoor waneel sa bopp yow yaay jàmbaar ajoor yaay jàmbaar ajoor jàmbaar yàgg na fee jàmbaari Kajoor ajoor kenn du yow delloo njukkal say dameel kenn du ñoom ñeeño yi duñu way ba daaneel fàtte leen ñoom bu Kajoor àdduna ñetti fan rek la suñu démb wéy na fekke woon ko dégg lan cam suñu tey la ñu mën a ñëw di ko faram fàcce ngir mën a boole suñu démb ak suñu tey ngir mën a samp ëllëg bu rafet boo xam ne mën nañu sampal suñu bopp ci wàllu mboor maanaam ci wàllu histoire ngir di nga am xettali askan ci ñu xam ñoom ñooy kan ci suñu dëkk am na ñoo xam ne carrément ay référence leen comme lu ci mel ni ay Amari Ngoone Sabel te bu am solo la ci wàllum xamal nit ñi seen cosaan xamal nit ñi seen origine ak seen histoire réew. donc c'est important benn plateforme bu mel nii fàttali nit ñi lan mooy valeur waa Sénégal lan mooy valeur nit. Partager également ce projet-là avec nous. Je félicite tous les acteurs impliqués dans cette initiative. C'est déjà parce que vous avez décidé de collaborer en tant qu'acteur culturel avec des historiens, avec des scientifiques, et aussi parce que je trouve que vous prenez les bons moyens pour atteindre
donc en restituant correctement et en étant légitime, justement, comme vous avez pu le dire. Et j'ai pu voir qu'il y a un des scénarios qui était en cours d'écriture. Amari ak Magdinak, c'est une série de 8 fois 45 minutes que j'ai pu voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, parce que waaw. mën nga ko bàyyi ma wax ci wolof. bien sûr. Voilà donc waaw série bi mu ngi nekk en cours d'écriture mais xam nga wàllum bind scénario dafa laaj ay moyens yu bari. parce que ñi lay bindal ci seen temps libre la ñuy bind. donc boo amee ay moyens nag mën nga leen dugal résidence d'écriture. ñu tëju concentré wu en équipe. ñu liggéey développer mu avancer mais loolu mën na nekk éducation à l'image aussi quoi parce que mën nañ jàngalaat beneen méthode. parce que boo xoolee fi mu nekk lecture boo demee ci école yi bibliothèque mooy loolu amu fa. ñëpp ñu ngi yor ay smartphone. donc ñun idée bi mooy ñu gën a améliorer condition de transmettre message yi. et que jàpp nañ ne ñun instant bii nii ñëpp dañu war a ñëw ñu jàpp ci liggéey suñu démb ak tey bi parce que nekkul ñun ñoo ko créé nekkul ñun ñoo ko moom mais dañu nekk rek ay nit yoo xam ne dañu bëgg apporter une pierre de plus à l'édifice de notre patrimoine historique et tout quoi. donc nag ñun daa am fu ñu yem tàmbali lañ mën woo nit ñi ne leen kaay la ñu jàpp ñu bokk mbir mi ñu defandoo ko donc mu ngi nekk en cours d'écriture et su ma nee mu ngi nekk en cours d'écriture benn nit moo tëju di bind. génne développer loolu. donc imaginez suñu amee ay moyens ak yeneen nit ñu jàpp ci bind bi. donc c'est toujours un problème de moyens quoi parce que quand tu fais les choses avec les moyens de bord. c'est trop lent quoi day ralentir pas de caméléon mais duñ ko bàyyi dañ koy topp. Si ce projet pouvait aboutir, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu l'histoire de ce personnage que vous voulez mettre en scène dans cette série? Voilà, donc Amari Ngoné Sobel, comme vous le connaissez, c'est voilà, on peut dire que c'est lui qui a libéré le Kajoor de l'empire du Jolof. 1549, la bataille de Danki. Ça, on nous l'apprend à l'école. Mais ñu dugal ci biir profondeur histoire bi. Parce que maa ngi nag cousin wu Amari Ngoné Sobel la boo xoolee bi ñu koy def Damel Teeñ bi ñu koy def Teeñ maa ngi Ndak Diouf moom moo représente moo ngi woon Bawol quoi. mais après boo xoolee confiance daf ko def Teeñ. pour s'assurer que ne fële na le voilà dina am benn. légitimité voilà donc du coup c'est des cousins yu am complicité bu graaw ak tamit lu ñu teg. moo tax ñu am inspiration wu pour jàngale bi day gën a voilà. merci. Khalifa. oui am na solo ah sëñ Ka. vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sargal ci projet bi. vraiment ça vient à son heure quoi. parce que actuellement surtout en Afrique question identité. maanaam xam sa bopp xam nga nit ñi dañuy wax gëm sa bopp yooyu baax na. mais xam sa bopp ba pare. non moo jiitu moo ëpp doole moo gën a yaatu moo gën a xóot. man ñaare sax bu may déglu yi damay yëngal tuuti. parce que daf may delloo université. parce que bi ñu ñëwee ba licence dañu dem defis. certificat de spécialisation en civilisation africaine. bàyyi fee ay Victor Hugo ay tegandi leen. dem vraiment dugg ci texte yi. jàng temps yooyu professeur Bassirou Dieng moo doon ñu encadré. c'est l'occasion de lui rendre hommage. ku géeju la ci Kajoor. thèse bi gën a rëy ci Kajoor moom moo ko bind moo tax bi may dégg ñu tudd ay Lat Sukaabe Ngoone Jeey ak ñoom ak ñi ko jiitu Amari Ngoone Sebel. ba ci sax Déthié Foundiougu et cetera ak même période laman yi parce que avant les Damel y avait les laman. donc histoire la boo xam boo ko xóotalee vraiment ba ñëw ba ci ñu mujj. ba ci kii daanu à Tivaouane. le dernier Damel. donc di nga gis ni histoire la boo xam ni histoire wolof yi surtout les wolof di joor. mooy waa Kajoor daal mooy ñi wolof yi dëkk ci joor gi. def naa Kajoor loolu lay tekki. waa Kajoor ñaari moo la composé. garabu kàdd. ak suufu joor. suufu joor voilà. loolu moo indi Kajoor. kàdd ak joor. c'est deux mots composés quoi. xam nga loolu dafa am solo tey loolu peut-être ku xale bu ko dégg dina gën a mën a xam réewam xam terroiram. donc damay laaj aussi ndax pare ngeen aussi pour dugg ci yeneen terroir yi. dugg dans le Pakao dans le Pachana comme on dit. am na ñu xamul région boobu. am dugg aussi dans le Fouta parce que am na yeneen figure yoo xam ni mën nga nekk Foutanké wala ke mais doo xam kan mooy Koli Tengela dëgg. kan mooy Ibrahima Ngourari kan mooy Ham Bodejo nga xam dañ koy jàngale nii rek ñun bi ñuy def littérature orale dañ daan lire Ham Bodejo Hama le Rouge. nga dem ci Mandeng yi nga dem ci xeet yi nga dem même chez les Lébou tout près am na ay figures yoo xam ne actuellement buñ ko jàngalee dëgg
bañ a yem sax ci figure yi mais dem aussi ba ci dëkkuwaay yi. dëkkuwaay dem ci environnement à l'époque nañ doon gérer environnement yi du tax buur yi daan dëkk à l'ouest tout le temps ci village yu bëri yooyu yëpp ay mbir la. yoo xam ni tey vraiment buñ ko jàngalee dinañ comprendre réellement ñun nan la ñu war a même occuper espace bi parce que yu si bëri dañ ko salfaañe. waaw tubaab yi biñ ñëwee ñoom dañu indi seen i propre loi yoo xam ne dëppoowul ak suñu pas-pas dëppoowul même suñu mbindeere ni ñu yàlla bindee. même dëkkuwaay yi est-ce que ni ñu dëkkee sous le soleil. ñun est-ce que baax na par rapport ak waaw fi ñu yàlla wàcc nii. absolument waaw dafa mel ni daal ñun dañ xaw a dellu ginnaaw. par rapport ak mag ñi ci dëkkuwaay nii. te defe naa ni projet yu mel nii war na ko mën a régler. loolu dafay am solo parce que ñun instant bii nii li ñu gën a intéressé c'est l'histoire de l'après-colonisation pas l'histoire coloniale. parce que ñun bu ñu basé aussi histoire coloniale bi foofu dañuy gën a réer. parce que les découpages administratifs ni ñu jaxasee dëkk bi dagg royaume yi tasaare bëggatuñu dégg Bawol bëggatuñu dégg Kajoor indiwaat Thiès indi ay yeneen dëkk ay Louga découpage yi boo duggee ci histoire coloniale da ngay réer mais boo remonté ci kaw foofu mooy fil conducteur nga mën a xam lan moo waral lii heure bi mu nekk fii parce que suñu maam yi dañoo raw li ñu rawee mooy li ñu tegoon ñun instant bi li ñuy dund yëpp day niru lu bees ci ñun mais lu fi yàgg la après nag boo xamul munoo xam man duma historien mais dama sob damay suivre historiens yi te damay déglu te damay laaj te aussi damay capter lu bëri aussi parce que daf ma intéressé ba ma commencé xam tuuti rek dama ne non lii mérité wul ñun ñu téye ko quoi nañu jaayante lu ñu mën rek si suñu xam-xam en tant que des artistes ñu door li nga gis nii muy jàll benn coffret album musical la de 6 titres comprendre nga bi doon daw noonu si suuf boobu mooy Bakleen Kajoor la tudd c'est juste rendre un hommage global mais am na titre Amari Ngoone Sobel Masamba Tako ba Daaw Demba ak Kocc Barma donc histoire boobu rek dafa kéemaane loolu dañ ko war a jàngale si école yi parce que ñun Kocc Barma man dama ne ñun philosophie yi ñuy vénérer ci àdduna bi ñun lu tax Kocc Barma mënuñu ko reconnaître te dafa am erreur sax bu am ci Kocc Barma Kocc Barma mënoo ko jàngale te jàngale woo Daaw Demba Xuréja Kuli exactement non da ngay comprendre non yow dañuy mën a waxtaan moom moo ne woon figure intellectuelle opposition intellectuelle face au tyran en quelque sorte comme Socrate ni mu ko nekkee woon fële donc Kocc Barma dafa am dimension politique mais Jaman Lamatil la woon sax dafa amoon titre bu légitime boo xamante ne moom dafa bokkoon ci commission des sages yoo xam ne dañ doon am pouvoir fol buur ak folli buur comprendre nga donc moom Jaman Lamatil la woon Daaw Demba nekkoon Damel effectivement mais imaginel yow xam nga seen histoire nu mu demee loolu dañ ko war a jàngale si école yi adduna bi dañ ko war a xam dañ ko war a xam parce que li nga si xam lu as tuut rek ay kii la quand même c'est vrai que on peut dire que suñu jamono ñun waa théâtre Daniel Sorano daan nañ def liggéey quand même daan nañ def ay pièces yoo xam ne ñun daan nañ si xam tuuti mais loolu dafa mel dafa tumaranke léegi dootoo gis ay pièces de théâtre yi daan génn fi RTS ak yooyu très historique ñun si ñuy xam lu bëri si daan jàng lu bëri si histoire bi en tout cas ñun daal ñoo ngi si benn yoon et que mooy li may wax rek il faut borom xam-xam yi ñu jéem a dajaloo organiser wu seen côté artistes yi ñu dajaloo seen côté ñu xam ne ñun suñu dëkk ñun ñoo gën a jekk si nettali suñu histoire mais pas tout le temps ñu koy nettali quoi parce que buñ la nettalee sa histoire niñ la koy nettalee du la intéressé sax du la neex du la intéressé donc du coup te du si bëri du doon dëgg li ci bëri du exactement mag yi xaw ma ndax am nga ñaari kàddu yoo si sànni alors maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi seetaan di la remercier pour l'invitation bi man je m'appelle Magui artiste chanteuse rappeuse et étudiante à la FASEC à l'université Cheikh Anta Diop en master en gestion donc en même temps rappeuse depuis 2016 donc commencé ci benn groupe ba tey ma nekk en carrière solo à Africulture urbaine mais balaa ñuy wax ci sa kii di sànni ma ci benn baat fii moi je pense que c'est très important parce que le fait que ñoom ñu choisir raconter suñu ñun fu ñu jógee ak ku ñu doon suñu culture dem au fond des choses man leen rek laa ko bëggoon laaj mooy par exemple ni ñu defee choix sur la pré-colonisation comment vous faites pour avoir l'histoire réelle parce que man bon participer naa ci benn documentaire bu nga xamante ne c'était sur l'histoire de Thiaroye 44 et que c'était un peu difficile d'avoir même des hommes à qui s'adresser sauf
ay blancs ñoo fi ne comme Armel Mabon par exemple qui a servi de personne ressource pour ñu am relater histoire bi. L'histoire est sur France 24 donc ça a été un peu difficile de rassembler un peu les choses autour de l'histoire. Donc avec une chose qui date vraiment de très longtemps et que une génération bi bon on a éduqué de façon à partir et à juste connaître l'extérieur. 1944, c'est relativement récent. C'est récent. Par rapport ak waaw léegi loolu noonu li si am solo mooy il faut ñu comprendre que ne histoire dafa am loo xamante ne dafa nekkoon réalité suñu dëkk bi ñi bind ñëpp dañu dem auditionner ay communicateurs traditionnels mooy griots yi géwél yi ñi ñu gën a sàgganee instant bi parce que xamatuñ seen place ci société bi peut-être mais ñoom ñoo doon garder mémoire historique yi di ko waxante de génération en génération. dara gënu lu wér tradition orale moom dara gënu ko wér. loolu noonu. exactement parce que ñi bind ñëpp si loolu la ñu sourcé wu. booleeg yeneen source tubaab bi lim ñu dimbalee rek mooy sur les datations. si dates yi. parce que ñoom ba ñu ñëwee si la dates yi gën a leer. mais suñu maam yi mënuñu woon capter ay dates quoi. ay xàmmeekaay lañ doon am quoi. te sax dates yi nga baal ma dates yi. voilà professeur Bassirou Dieng je reviens à lui c'est l'éminent spécial de la tradition orale du Kayor. exact nee na même histoire yi mag ñi di nettali. ñoom Demba Lamine Diouf parce que griot yëpp duñ spécialiste histoire. si Demba Lamine Diouf c'est le grand spécialiste de l'histoire yal na ko yàlla yërëm. Demba Lamine Diouf bu Tiwaawoon. am na ku ñaan Bassirou Mbaye nee na histoire yi gën a yàgg. écart yi bi ñu ko étudier par rapport à la science moderne. ça ne fait pas plus de 15 ans. maanaam c'est maanaam. c'est assez précis. c'est assez précis. exactement dama bëgg ñu xam ni mag ñooñu li ñuy nettali xam-xam bu wér la. du lambatu. exactement léegi nag am na ay mag yoo xamante ne tey ñoo ngi fii di dund. nekk ay borom xam-xam yoo xamante ne. tey man bu ma déggee ñu ne ñu ngi bindaat histoire générale du Sénégal. te mag ñooñu boolewuñ leen si. parce que y a problème. y a problème. te man dama bokk si ay panelu WhatsApp yoo xamante ne. histoire rek comme cosaanu Sénégal laay jël comme référence. nga xam ne professeur Amadou Bakhaw Diaw moo koy jiite. man ma bokk foofu nekk fa membre ba pare. di jàpp seen commission rédaction bi pour transcrire waat liñ fay waxtaan et tout quoi. donc man damay xam lu bari si yenn affaires yi. donc y a problème donc ñun nag dañuy jël suñu propre yéene dem gëstu ji. di dajeek ay nit ay borom xam-xam comme ay Babacar Mbéccour Ndiaye. dajeek ay Babacar Mbaye Ndaak dajeek ay nit yu bari yoo xamante ne ay borom xam-xam lañ et que dañ lay yéene seen xam-xam. parce que tey bu demee tey ba ñeneen di mën a jël suñu ay sources liñ lay nettali munoo ko dindi munoo ko teggi munoo ko teg feneen. tout à fait. parce que yow xamoo fan ngay tàmbalee parce que y a problème. effectivement léegi nag ñun suñu côté suñu démb ak tey suñu problème mooy ñu organiser wu. mooy borom xam-xam yi nañu ñëw ñu organiser wu ñun acteurs yi ñu jàpp ci bagage yi ku nekk andi sa xam-xam ñu dajaloo boobaa ñun mun nañ nettali suñu histoire bopp. mun nañ ci def luy jàngal aussi suñu njaboot yi. tey jii boo demee di wut ay BD. yow ay dëkku jaamur ngay woon sa doom. tout à fait. parce que sa dëkk amuñu benn programme pour xale yi. ñun loolu ay victimes lañ ci quoi. donc ñun dañu bëgg a jéem a jaayante dara pour génération future bii di ñëw au moins ñu fekk fi benn contenu historique bu xawaat jàppandi tuuti ça après continuité la quoi. tout à fait waaye. tout à fait léegi ñu jeexal ak Maggy nga xam ne comme commencé woon nga présenté wu artiste rappeuse. étudiante en même temps. yow depuis quand nga commencé rap. alors man maa ngi commencé rap en 2016. année bu may def bac. ci la rencontré sama ñuy def rap sama école. commencé woon naa di woyantu sama club anglais. naa teewul am bac rek. terew ma am bac S2 laa doon def en plus. du coup c'était un peu chaud scientifique waaw moom laa am ba tey je suis à la FASEC donc calcul yeeg affaire yeeg yooyu. donc c'était un peu difficile de se manager mais après. c'est venu avec le temps parce que ñu ma xamee rap mooy xale góor yi ma bokkaloon école après dañu former benn groupe tuddee ko We Are Us donc ñuy évoluer ci suñu localité à Yeumbeul donc di def ay concert di def ay production voilà ay son yu ci mel ni Jirim wala Sénégal donc ñu ràññee woon ñu bu baax si Yeumbeul donc ñu commencé woon si la amee amour bi mu dugg ma commencé nag di def rap voilà 100% di évoluer nekkoon ci benn label à Parcelles ba tey ma nekk sama carrière solo voilà nekk ci liggéey ak Africulture Band.
léegi si sa carrière solo yow yan programme nga tegagum est-ce que génn nga album wala yaa ngi commencé nank-nank. bon génneguma album mais def naa ay projets yi nga xamante ne benn groupement de production la bu njëkk bi ñu defoon moo nekkoon Gis Mbaax donc Gis Mbaax da doon wax ci tabou autour de la menstruation. donc benn grand titre la mu am ay sous-titres ci biir. donc premier bi c'était de l'ego trip bon on parle de culture urbaine on parle de hip-hop xam nañ ne ego trip ci la bokk. deuxième bi c'était pour parler du viol l'histoire de Binta Camara une fille sauvagement tuée et voilà au niveau de Tambacounda. Et le troisième parlait de conflit intergénérationnel. On a repris le son de Kiné Lam, Dibalima, nous menons lay doxé. On a samplé ça pour montrer un peu la modernité et carrément parents yi nu ñuy tenir ci culture bi pour préserver seen doom yi. Léegi quatrième bi ça parlait de jaar-jaar, ça parlait d'histoire d'une fille qui est dans un milieu très masculin mais qui quand même se bat pour s'en sortir et qui fait une promesse à sa mère en disant qu'elle va s'en sortir et dit que marcher seul ne veut pas dire que tu es perdu et que yoon bi lu mu gën a métti rek nga xam ne loolu sama histoire la parce que maa ngi commencé ci groupe boo xamante ay góor kese la donc j'étais seule te man sama famille xamee ñu moon ay génn yu bëri parce que j'étais trop timide et école rek laa doon dem pare ñëw donc c'était un peu bizarre après ñu gis ma may fréquenter le milieu un peu gangster quoi donc c'est un moyen pour moi de dire sama jaar-jaar pour donner aussi exemple si yeneen xale que wax leen que milieu bi c'est pas comme tout le monde le voit am na ay surprise mais aussi nañ xam ne métier la liggéey la voilà wane que lu possible la. léegi projet Classroom bi moom nan moo ko jóg pourquoi nga delluwaat retour en classe quoi. waaw Classroom donc mi ngi jóge ci compétition bu ma doon def j'étais finaliste mu ngi tudd Flow Up. Donc j'avais voulu faire une prestation à la américaine donc j'ai voulu faire le concept Classroom sur scène donc indi ay table banc parce que c'est un concept qui est américain. Donc in the classroom on fait des freestyles en tapant sur les tables donc ma ne après avec technique bi on a vu que c'était pas possible et que j'avais pas l'équipe nécessaire pour jël bagage yi yóbbu ko et tout ça après je l'avais oublié sama manager mi ngi tudd Omar Ben Khattab moo indiwaat idée bi il a dit que ça serait très intéressant de faire voilà une chose comme benn émission boo xamante ça sera une classe bu nga xamante dañ ma fa jàllale lépp li nga xamante ni mooy message buy concerner hip hop bi bu concerner Sénégal bu concerner lépp c'est à l'image de GT Rappé donc nga xamante ni à chaque fois voilà c'est dans la classe et on y développe les thèmes et en évitant aussi figure hip hop yëpp yi nekk ci Sénégal que ça soit de la nouvelle génération que des old school balaa ñuy xool clip bi nga xam ne mooy numéro 1 bi mën nga ñu wax léegi 1 2 3 bi lan ak lan nga ci aborder comme thème alors benn bi c'est comme une présentation, une introduction. Donc, Ego Trip là, encore une fois. Donc, on est dans le monde hip-hop. Ego Trip là, donc, voir si ça m'a beaucoup. Présenter aussi monde culture bi. Donc, pour voir les mots classe hip-hop bi. Pour voir les amna yenen thématique yu wara ñew yuñ fi développer. Deuxième bi, ça s'appelle Génération Sadik. Donc, j'ai invité la nouvelle génération, gars yi nga xamantene ñoo fi nek instant bi, j'en sais. Voilà, bon, ñoo gëna sadik pour dire que ñom ñoy wara nek révélation yi après ñoo wara ñew nek voilà bon deuxième kii buy war a ñëw tàngal après voilà c'était ça et troisième bi c'était sur Porta-Potty donc ma invité si Lala Také moo nekkoon le professeur et il y avait aussi les deux gagnants successifs du Flow Up comme Wizabi et Gunmore Lala Také mooy suñu Tupac mooy Tupac Sénégal en tout cas daal ku xorom la daal man ouais on avait vraiment besoin de ça reetaan sax la ma def man dama ree ba sonn groupe A la semaine passée ñoo fi exposé Covid-19. Donc, on avait besoin d'une chose comme ça, c'est-à-dire le côté fun et aussi le côté direct. Comme ni nga waxee sànq que ne rappeurs yi moom lu leen neex la ñuy wax. C'est pas parce que lu ñu neex parce que dañu ñeme dëgg bi. man classe 1 bi laa gën ñeme numéro 1 bi laa xam naa ne boobu la ñu teg parce que Porta-Potty moom dugg nga ci ay détails. C'est un scandale qui a choqué tout le monde. Non, mais il y a des paroles qui sont un peu choquantes. Moi, j'aime bien le climat, surtout seen rajo ji ko xorom la mais xam naa dañuy Classroom bu njëkk bi avec Khalid etc. Laura. Merci
Merci, vous êtes une vraie source d'inspiration en tout cas. Merci. Et j'ai pu voir que vous étiez depuis toujours mobilisée pour des causes, que ce soit les violences subies par les femmes, comme vous avez expliqué, les droits de l'enfant, les problématiques environnementales. Et je voulais vous demander du coup, dans votre dernier clip Classroom numéro 3, du coup, pourquoi vous avez décidé de partir du scandale de Dubaï Porta-Potty comme base en fait pour ce clip? Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Quel message vous vouliez faire passer derrière du coup? Alors, le choix se résume au fait que tout le monde était choqué par ce scandale-là. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer ce que les filles faisaient là-bas et que humainement, ça touche la sensibilité. Donc, c'est pourquoi on a choisi d'étendre le sujet sur Classroom pour carrément parler, expliciter donc, de c'est quoi le phénomène pour ceux qui ne savent pas. C'est pourquoi on a eu le Poulard avec Wizabi et vraiment dénoncer ça et dire que voilà, c'est regrettable et vraiment conseiller aux jeunes filles que dara jaru ko quoi, aduna dara jaru ko. Donc c'est venu de là et voilà, le choix s'est fait parce que c'était le Classroom aussi, ça permet d'étaler les sujets qui sont sensibles et qui touchent à tout le monde, surtout dans notre société sénégalaise là. Khalifa. Voilà, merci et félicitations pour le travail. Merci beaucoup. Pour la musique et aussi pour les études. Voilà, comme on dit ailleurs, sport-études, ici aussi c'est les études et la musique. Et ça va de pair, quoi. Parce que vraiment, lu am solo la. Mais dafa am loo xam daf ma yàgg yéem ci le genre rap, quoi. Parce que c'est l'un des rares genres musicaux, je ne veux pas dire que c'est le seul. Boo xam tout le temps day poser la question de l'authenticité. L'authenticité du genre même. Booy seetlu seen texte yi souvent tout le temps ñi ngi soucié wu est-ce que man rap dëgg laay def. Est-ce que le rap n'est pas en train de déraper. dugg ci mbalax wala dugg ci show bi voilà loolu dafa man daal loolu daf ma xaw a jaaxal bi quoi. Waaw pourquoi rappeurs yi tout le temps dañu bëgg di sellal daal noonu laa ko mëntee. man di sellal rap bi. di préserver. Voilà terme boobu laa bëgg kii genre bañ boobu daal jaaxal na ma trop ci rappeurs yi. waaw parce que déjà hip hop culture la. donc boo demee ba adopter benn culture pour nga débarrasser wu man peut-être je me dis que day xaw a jafe. looloo tax ñenn ñi ils tiennent vraiment à ce genre là. Hip-hop. Mais man bon sama gis-gis personnel mooy que hip-hop si lu mu jógee mooy njaxas la jógee carrément parce que ci mix disco yi la hip-hop juddoo donc genre bi nga xamante ne mi ngi juddoo ci moo gën a flexible pour am ouverture par rapport ak yeneen genre musicaux yi comme par exemple boo rabee ci jazz wala nga rap ci pop amul problème nga rap ci R&B amul mais quand tu décides d'apporter ça dans si sa côté local maanaam nga dolli si tuuti mbalax là le débat se pose et tout le monde se dit pourquoi tu fais maintenant yow mbalax maan nga quoi nekkatoo réel alors que réel est fake je me dis que c'est un débat qui est là mais est-ce que le hip-hop a existé pour ça parce que bi muy ñëw dafa permettre pour ñi nga xamante genre nekkuñu ci cadre de luxe pour wax seen poésie et tout ça pour permettre leen ñu développer wu dans la rue donc c'est un genre qui est ouvert pour man donc ça donne vraiment la liberté aux artistes de faire ce qu'ils sentent pour man c'est très intéressant donc am na solo Abdoulaye xaw ma ndax am nga loo si kii yow domaine art tam sa domaine la. waaw moom déjà borom bi daf ñu boole tey ci plateau. mu nekk lu naturel te yéeme. parce qu'il y a une semaine. maa ngi liggéey ak moom si benn projet compétition internationale. de musique quoi. et que elle était présélectionnée avec 2 autres artistes. Et que moi, avec mon équipe, on était chargés de faire leur vidéo documentaire et clip. Donc ma gis ko tey ñu daje ci plateau bi affaire bi daf mooy yéem sax benn instant quoi tellement que nu mu naturel quoi et que j'apprécie liggéey bi ñuy def man ci à travers compétition Take Back the Mic Africa laa xamee Maggy mais après avant loolu xaw ma ko woon mais benn instant ba ma gisee compétition bi ñuy avancer affaire yooyu noonu nu may suivre vu que l'année dernière man maa doon manager aussi team bi aussi def ak yeneen artistes même chose que lu ma def ak ñoom année bi et que daaw Sénégal moo gagné prix meilleure réalisation parmi 10 pays d'Afrique. Machallah. Ouais, donc ren ñu defaat ko moom mu bokk ci présélectionné yi on a travaillé ensemble liggéey bu rafet donc ma ñëwaat ñu bokkaat plateau bi donc comme quoi y a pas de hasard. Y a pas de hasard quoi donc ce qui veut dire que les artistes doivent se réunir parce que dañuy daje ci même terrain yi quoi donc suñu tasaaroowee kenn mënul dem bàyyi sa morom quoi
donc côté intellectuel tamit loolu laay ñaan quoi ñu dajaloo aussi jéem a dajale énergie yi ñu xool lan lañ mën a defandoo ensemble lu mag ñi réussirul ñun war nañ ko mën a réussir mooy ñi bokk ay secteur d'activité ñu jéem a organiser xool lan lañ mën a def en commun pour suñu intérêt wu dëkk tout à fait parce que intérêt personnel bi baax na lool mais après bu ñu defandoowee doole bi mooy ëpp impact surtout loo xamante ne si wàllu histoire la jëm ak si wàllu tamit éducation xale yeeg yooyu ku nekk bu xëccee jaar na le mën na dem de mais après fu muy yem day limité quoi du amati sens donc ma koy encourager di ko wax ne bienvenue aussi si suñu démb ak tey ah ah ouais je t'invite dama lay invité suñu démb ak tey parce que ñoo ngi liggéeyandoo actuellement avec des artistes qui sont en train de finir un album de 6 titres mën naa leen citer Black Queen Sista LB Index ay Suwaga Babs avec un artiste aussi qui s'appelle Ablaye Samb basé à Londres donc mu ngi noonu ñoom la ñuy liggéeyandoo instant bi projet woon nañu invité ko aussi émission yi waaye Sista LB waaye donc voilà elle aussi elle est présélectionnée comme Magui sur le projet qu'on travaille ensemble quoi donc hasard amul quoi effectivement Magui pour jeexal yow lan nga am ci sa kanam comme ça agenda est-ce que am nga ay date de concert ay album bu nekk sa kanam c'est quoi am na déjà di leen woo massivement pour ngeen voter Sénégal pour ngeen voter seen artiste Magui sur la plateforme Take Back the Mic parce que c'est un concours international donc c'est vraiment important pour nous représenter le Sénégal pour voilà dignement quoi indi dara wane aussi suñu kii donc c'est une application il faut télécharger ça et streamer les artistes sénégalais plus tu streams plus ils ont des points et les commentaires aussi ça s'appelle les AMP donc une fois téléchargé dina le voilà dina le inchallah à part loolu donc je prévois de sortir une mixtape en fin d'année inchallah une mixtape de 10 titres qui s'appelle Mirror donc Mirror c'est tout un programme voilà tout un programme et tout avec un concert le 1er décembre le premier concert de Magui inchallah donc en tout cas ñu ngi lay féliciter di la remercier si lu ñu ici féliciter également Abdoulaye Ka vraiment di kontaan si li ngeen ñu uyu si plateau bi remercier sama chroniqueurs yi mes co-présentateurs Laura Fortes Khalifa Touré remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs à dimanche prochain inchallah. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, vous avez professeur Deus Life Laltak et les Almakiveri Tupac. Les Almakiveri Tupac. Hein? Groupe AA, la semaine passée, nous avons exposé. Hein? Covid-19. Bon, groupe B, nous avons exposé. Hein? Guerre Ukraine avec Russie. Petit bombardement foofu les groupes c'est tey lan ngeen ma indi la comme exposé. Porta, Petit, Dubai, Mani, Porta, Petit.